Salut à tous les amis, c'est Loïc, bienvenue pour un nouveau Poker Débat. Avant, tu connais l'histoire, tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. Et puis je suis aussi sur Twitter, Insta, alors rejoins-moi, je te fais la bise. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau Poker Débat. Ça faisait longtemps, oui, mais comme toutes les bonnes choses, si c'est rare, c'est encore meilleur. Et aujourd'hui, ça va être excellent. Ça va être excellent parce que j'ai un casting magnifique pour parler d'un sujet trop peu abordé dans le poker. L'entrepreneuriat, les amis, parce qu'on peut être un bon joueur, mais on sait aussi être un bon entrepreneur. J'ai réuni avec moi des talents, du gros talent, mais vous le savez, une bonne émission n'est jamais une bonne émission s'il n'y a pas le patron du poker français, Monsieur Alexis Hebsker. Salut moi Alexis. Salut Loïc, salut tout le monde. Je rappelle ton CV vite fait, mon Alexis. Bon, chef d'entreprise, tu l'as été dans de nombreuses occasions. Tu as fait de l'hôtellerie, tu as fait de l'entertainment. Tu as été le directeur de com de la plus grande room du monde. Enfin, à un moment donné, parce que je ne sais plus si c'est encore le cas. PokerStar, bref, le business, tu connais. De l'autre côté, nous avons le patron de Kill Tilt, la très grosse chaîne YouTube de poker français. Évidemment, toutes les infos en dessous. Et aussi un homme devenu riche depuis qu'il a vendu la meilleure masterclass du monde. Pas du tout. C'est Monsieur Peanuts. Enchanté, merci Loïc. Ravi que tu aies pu agrandir ton château. Nous avons avec nous deux invités que vous n'avez encore jamais vus. D'un côté, les amis, il est parti de rien. Il a réussi comme entrepreneur dans le monde de l'immobilier. C'est un joueur passionné qui joue parfois les très grosses parties. C'est aussi un stacker émérite qui, avec David Iquita et Sylvain Lousli, a stacké certains des meilleurs joueurs français du moment. C'est Monsieur Benoît Lame. Merci. Bonjour, enchanté. C'est très flatteur. Ah bah, c'est très flatteur que tu sois là aussi, mon ami. Et enfin, messieurs, dames, il sort du bois. Oui, car il ne sort normalement jamais du bois, mais quand je lui ai envoyé la liste, il m'a dit, allez, je vais venir parce que là, il y a du level. Co-fondateur de Nutser avec Monsieur Romain Haussmann, Risk Manager et patron de Nutser. On a enfin le vrai patron de Nutser avec nous. C'est quelqu'un qui a réussi dans le trading, bien comme il faut, bien jouer. C'est Monsieur Bapor. Salut à tous. En général, je refuse les invitations, mais devant le casting de gens très compétents, je ne pouvais pas refuser. T'as pas pu. Un plaisir. Les amis, on a 4 gros sujets et aujourd'hui, en plus, je vais un petit peu, je dirais, poser des questions, mais aussi participer avec vous parce que quitte à braque 2 minutes, mon métier depuis 10 ans étant de conseiller les entreprises, les entrepreneurs et les gens qui ont un peu d'argent, ça devrait être intéressant pour une fois que je parle, parce que si je parle juste poker, on ne peut pas dire que la plus-value sera incroyable. On démarre sur... Sauf en Oma, a priori. Sauf en Oma. En Oma, on peut discuter. Dernièrement. On peut discuter. On a peut-être un peu bossé le jeu ces derniers temps. Les amis, on commence par le premier débat, la première question. Joueur de poker ou entrepreneur dans le poker, faut-il choisir pour arriver à être excellent, pour arriver dans l'excellence? Et j'ai commencé par un homme qui a été les deux, c'est Monsieur Peanuts. Tu as été joueur pendant un certain temps, puis tu es devenu entrepreneur. Alors mon Peanuts, faut-il choisir pour être dans l'excellence? Alors déjà, moi j'ai jamais été dans ce que j'appelle l'excellence au poker. J'étais joueur pro en cash game NL200, c'était très confortable, mais c'est pas l'excellence, tu vois. C'est très loin de l'excellence, c'est du top level à faire. Bon, ensuite, néanmoins, évidemment, je connais plein de joueurs pro et depuis longtemps, donc il me paraît quand même important déjà de dire un premier truc, c'est que il y a même un mec qui avait écrit un bouquin sur ça, Dusty Schmidt, si je dis pas de bêtises, les Horaces, qui avait écrit un bouquin qui est génial et que je vous conseille, qui s'appelle Treat Your Poker Like a Business. Donc en gros, gérez votre carrière de joueur de poker comme si c'était une entreprise, en gros. Et c'est vrai qu'il y a plein de parallèles à faire entre, et ça se dit dans plein de vidéos à très juste titre, entre être un entrepreneur à succès et un joueur de poker à succès, puisque tu apprends à gérer ta bankroll, tu apprends à gérer tes risques, tu apprends à développer plein de compétences différentes et transversales, tu apprends à prendre des décisions tout le temps. La différence, évidemment, c'est quand tu crées un business, évidemment, très souvent, tu interagis beaucoup avec des associés ou des partenaires de travail. Au poker, tu es plus solitaire, même si justement, être un joueur de poker à succès, c'est aussi savoir s'entourer de très grands joueurs. Je pense néanmoins que c'est plus facile d'être un excellent top joueur de poker et devenir entrepreneur derrière
Déjà aussi parce qu'en général, on a de la thune à investir si on est un excellent joueur de poker et que derrière on est entrepreneur. Alors que j'ai moins vu d'entrepreneurs très successful devenir d'excellents joueurs de poker derrière. Voilà. Donc déjà, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux dans ce sens, même si c'est pas un absolu. Et ensuite, pour finir, je dirais que, évidemment, tu as quand même besoin de faire un choix à un moment de privilégier l'un ou l'autre, tu vois. C'est-à-dire que même tu prends des gens comme Phil Galfond et tant d'autres, même Yo Viral, etc. À un moment, tu mets peut-être un peu en parenthèse ta carrière de joueur pour lancer ton business. Puis si tu es satisfait de ta réussite dans ton business, tu te remets au poker ou pas. En fait, tu fais un peu ce que tu veux. Mais je pense pas qu'on puisse faire pile poil à moitié-moitié l'un et l'autre en démarrant. Il faut un moment un switch et faire du 80-20 ou 70-30 de répartition de temps, je pense. Voilà, pour le faire très court, mais ça pourrait être plus développé. Benoît, je te vois acquiescer. Alors, mon ami, faut-il choisir pour être dans l'excellence? Alors, moi, de mon côté, j'en ai fait une force. Je suis entrepreneur depuis 10 ans et je joue au poker de manière occasionnelle depuis 15 ans. Et que ça soit, et en fait, je trouve toujours des parallèles entre le poker et l'entrepreneuriat. Ouais. Les qualités que j'ai développées à travers l'entrepreneuriat, j'essaye de les transposer dans le poker. Et les qualités dans le poker, j'essaye de les transposer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, des qualités d'analyse, des qualités de gestion de bankroll, j'essaye de le transposer dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'en ai fait une force, justement, de concilier les deux. Et comme dit Peanuts, justement, quand j'ai créé ma boîte, pendant 2-3 ans, j'ai pas du tout joué au poker, même de manière occasionnelle. J'ai essayé vraiment de manière très, très occasionnelle. Alors, pourquoi? Parce qu'il fallait focus, travailler vraiment 24-24, se focus vraiment sur la boîte. Et plus j'ai eu le temps, plus j'ai essayé de concilier les deux et d'en faire une force, justement. T'avais l'impression de, justement, là, pendant les 2 ou 3 ans où t'as focus que ta boîte, quand après t'es redevenu un peu joueur, entre guillemets, est-ce que ça, le boulot que t'avais fait dans ta boîte t'avait rendu meilleur en tant que joueur? Complètement, parce que j'ai une analyse différente d'un joueur qui passe que par l'aspect technique, justement, et justement, j'ai toujours ajouté d'autres domaines, c'est-à-dire que ça soit la discipline, la stratégie macro, que ça soit le mental. En fait, j'accordais beaucoup plus d'importance parce que de toute manière, je savais que j'étais moins bon techniquement, parce que je n'avais pas, je n'avais pas autant de temps, quoi. Ok. Il a fait aussi les deux. Bapor, ton avis, toi? Alors j'ai fait les deux, mais moi, pareil que Simon, hein, c'était pas du tout l'excellence. Hein, c'est du cash game en NL100 avec des petites pointes en L200, donc c'était pas du tout ça. Moi, je pense que dès l'instant qu'on veut faire les choses bien, on se doit au moins dans un premier temps de focus activité sur laquelle on veut exceller et surtout passer par piguet. Donc focus sa discipline pour être plus fort. Et pour un joueur de poker, ce serait, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait soit d'abord il atteint les objectifs qu'il s'est fixés, soit il acte qu'il n'y arrivera pas et il switch à 100% pour performer en tant qu'entrepreneur si vraiment son but c'est de performer, d'aller dans l'excellence. On ne parle pas juste d'être successful, là on parle de l'excellence, donc je ne pense pas que ce soit possible de pouvoir concilier les deux, je pense qu'il faut vraiment choisir. Simon avait dit à un moment qu'il pense, je pense, j'ai le même avis, sur le fait qu'on voit plus souvent des joueurs de poker switcher vers l'entrepreneuriat que l'inverse. Est-ce que ça, c'est pas dû au fait que c'est la suite logique d'un joueur de poker d'entreprendre? C'est une bonne question. Il me semble que oui. Mais... Ouais, Peanuts, oui. Vas-y, hein, si t'as... Un entrepreneur, c'est quoi? C'est un mec qui va investir du capital. Donc déjà, il en faut beaucoup. Donc quand tu es joueur de poker et que tu as visé l'excellence, c'est bien. Benoît est le contraire. Benoît, t'es parti de rien, bien toi. Sûr. Moi, j'ai commencé avec 5 000 euros dans le domaine de l'immobilier. Et en fait, on commençait à gérer un appartement. Et juste avant la pandémie, on en a géré 500. On a grindé, comme on dit. C'est pas mal. J'aime le chiffre. J'aime bien le grind. 500. T'as pas la pandémie, tu le rappelles 2 ans plus tard, 5000. Et vous, ça va? Non, bien sûr, hein, mais tu peux prendre cette voie, mais la plupart du temps, en général, tu as besoin d'injecter un capital de départ. Moi, d'ailleurs, pour Full Tilt, j'ai pas énormément injecté. En fait, j'ai vécu, disons, je me versais des salaires de ma bankroll, mais j'ai quasiment pas injecté. J'ai investi mon temps de travail, tu vois, et mon énergie surtout. J'imagine que c'est surtout ce qu'a fait Benoît aussi. Mais c'est vrai que la plupart des grosses boîtes, des grosses startups investissent en général ou font des levées de fonds ou quoi, tu vois. Donc c'est plus facile dans ce sens. Maintenant, c'est vrai qu'en général, un joueur de poker, s'il décide d'arrêter sa carrière, en général, il a soif
d'entreprendre, tu vois, t'as été à ton propre compte, donc c'est dur de se retrouver salarié en général. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Moi, en tout cas, plein de joueurs de poker, je vais faire une transition, ils m'ont dit, il n'y a pas moyen que je garde pas la liberté, l'indépendance que j'avais au poker. Ou alors, si je la sacrifie, ce sera un sacré prix. Tu vois, par exemple, Renaud en 2-3, qui est mon ancien coach, tu vois qui c'est, Bien sûr. vraiment un mec extraordinaire, je trouve. Très fort à l'époque. Ah ouais, monstrueux, quoi. Il avait pris des millions et il était passé de faire des modèles mathématiques dans la finance à très haut niveau à joueur de poker cash à très très haute limite. Il a excellé. Il est reparti dans l'intelligence artificielle à New York, si je dis pas de bêtises. Voilà, t'as des profils comme ça. Le mec, c'est un génie. Il avait eu le bac à 14 ans, etc. etc. Après, tout est possible, mais j'ai l'impression que ça prédispose à être entrepreneur si t'as eu. Enfin, ça aide, quoi. Ça aide, en tout cas, si t'as été joueur de poker à très très haut niveau. Ok. Je pense qu'il y a un biais par rapport à toujours lever des fonds. C'est vrai que quand on commence, c'est comme pour le poker, pour moi, le plus important, c'est de partir du début, from scratch. C'est vrai que les joueurs de poker, ils pensent qu'il faut juste investir pour être un bon entrepreneur. D'accord? Alors que comme toi, tu l'as fait, par exemple, tu t'es autofinancé. Et c'est comme ça qu'on comprend l'entrepreneuriat, quoi, en fait, parce qu'on optimise tout. Moi, dans le domaine, j'ai commencé par faire le ménage pendant 1 an dans les appartements, quoi, en fait. Et c'est ça ce qui m'a permis de pouvoir manager les personnes, les équipes, pour pouvoir déléguer, quoi, en fait. Oui, t'es passé par toutes les étapes pour comprendre le métier jusqu'au moment où tu peux déléguer ensuite, mais tu sais de quoi tu parles, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'un entrepreneur qui va jouer au poker, d'accord, ça va être un peu plus dur dans la mesure où il va jouer tout de suite avec des grosses sommes, donc avec un niveau de gens plus élevé, ok. Alors que ce qu'il devrait faire, c'est repartir du début aussi. Ouais. Papor, je t'ai coupé ? Quelque chose qui va dans ce sens qui rebondit sur le fait que certains pensent qu'en fait, il faut avoir l'argent pour entreprendre. Il me semble que dans les levées de fonds, dans les entreprises qui sont avancées, qui font des levées de fonds, les risques d'échec après levée de fonds sont grandes. Donc parce que des fois, t'as l'effet fantôme. C'est pas mon argent. Mais c'est ça. Et moi, je pense que c'est généralement un piège, quoi. Parce que les gens respectent pas l'argent qu'ils n'ont pas grindé eux-mêmes. Ok. Il n'a pas encore parlé. C'est notre daron à tous, Monsieur Lebsker. Daron à tous. Non, évidemment, beaucoup de choses intelligentes dans ce que j'ai entendu, et je suis évidemment d'accord. Je vais quand même aller un peu à contre-courant, non pas pour contredire ce qui a été dit, mais pour essayer d'enrichir un peu le débat. La comparaison entre l'entrepreneuriat et le poker, elle est très facile, mais elle est un peu biaisée, et à mon avis, c'est un peu un piège, parce qu'on peut la faire avec plein de domaines. J'en discutais justement avec un certain Adrien Guyon il n'y a pas longtemps, et il avait raison sur ce point. Je vais vous donner un exemple tout simple, l'écriture de romans policiers. Je sais de quoi je parle. Il y a plein de similitudes avec le poker, plein. Donc on peut trouver des similitudes avec plein de choses, et c'est pas forcément très constructif, c'est-à-dire qu'on se piège nous-mêmes en cherchant des similitudes là où il n'y en a pas, où il n'y en a pas forcément, ou en tout cas, il n'y a pas de conséquences aux similitudes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a bien maîtrisé le poker qu'on va bien maîtriser le domaine de compétences qui est nécessaire pour être chef d'entreprise. Donc, oui, il y a des similitudes, mais elles n'aident pas forcément à être meilleures d'un domaine à l'autre. Voilà, c'est ça que je veux dire. On se fourvoie un peu à comparer, quoi. Oui, non, mais la comparaison, pourquoi pas, elle peut être intéressante, ça peut être un jeu intellectuel amusant, mais je ne pense pas qu'il y ait une véritable passerelle de l'un à l'autre. Et s'il doit y en avoir une, je pense que je suis d'accord avec Peanuts. C'est vrai que c'est plus facile de passer du poker à l'entrepreneuriat que l'inverse. Je vais faire une petite parenthèse, il y a des entreprises, il y a quelques années, je ne sais pas si ça existe encore, qui proposent du management, du team building, mais plus que du team building, l'étude de management par le poker. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il y a une limite à tout ça. À un moment, on joue au poker ou on fait du business. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Messieurs, quelque chose... Benoît, vas-y. Alors moi, complètement pour rebondir sur ce que Alexis dit, alors quand on devient un joueur de poker, on développe certaines qualités. Et plus on arrive dans les hautes limites, plus on va développer ces qualités à l'extrême. Et quand on passe entrepreneur, d'accord, on doit développer d'autres qualités. Et ces qualités mettent du temps à se développer. D'accord, et souvent, il y a des problématiques d'impatience. D'accord, des qualités nouvelles dans l'entrepreneuriat qu'un joueur de poker essaie de développer, ça met pour moi 2 à 3 ans. D'accord, et il faut se faire vraiment violence et d'être persistant en fait.
C'est comme ça que je vois les choses. Et souvent, je dis à un joueur de poker qui passe entrepreneur, déjà, félicitations, parce qu'en fait, il y a déjà le côté où il y a la démarche de le faire. D'accord, et ça c'est déjà très très beau. Et puis après, justement, il faut persister, et c'est ça qui est vraiment dur, quoi, en fait, parce que on se fait violence, quoi, en fait. Et accepter l'échec, enfin, excusez-moi, Bah ouais, non, mais complètement, Simon. C'est accepter l'échec, se réajuster, accepter l'échec. En fait, il n'y a pas de ligne comme ça, quoi, en fait. Oui, ouais, complètement. Et si je peux rebondir aussi, je sais pas si c'est OK. Mais vas-y, mon Pinot, allez-y. Enfin, déjà, je suis complètement d'accord avec Alexis sur ce qu'il a dit, des fois, on a un peu tendance à forcer la comparaison pour la forcer, même si c'est évident qu'il y a des similitudes. Mais ce qui m'a le plus frappé en développant tout le taf que j'ai fait là pour la masterclass, c'est qu'en fait, quand tu apprends à progresser au poker, tu te rends compte que tu apprends en fait à progresser tout court dans plein de domaines et devenir un excellent joueur de poker, c'est globalement apprendre à monter en compétences sur plein de compétences différentes de façon quand même assez autonome. Et tu vas glaner des informations de partout, sur des forums, sur des podcasts, sur les potes à qui tu parles, tu vas faire du relationnel, tu vas être obligé d'accepter la responsabilité de tes erreurs et de tes décisions et être capable de trier dans tes erreurs ce qui est de ta faute. J'ai perdu parce que j'ai tilté, j'ai perdu parce que mes décisions, je croyais qu'elles étaient EV+, elles ne l'étaient pas. Et comment, à un moment, accepter que non, tu as bien joué, mais que juste, ça n'a pas marché. Tout comme dans les marchés, par exemple les marchés crypto, tu as pris la bonne décision, pas de chance, il y a eu la Chine qui a banni le Bitcoin, c'est tombé, mais overall, ta décision était bonne. Et donc, c'est vraiment intéressant parce que je pense que globalement, pour être successful, on va dire, c'est-à-dire réussir au poker, réussir dans l'entrepreneuriat, réussir à écrire des livres, etc., tu vas devoir de toute façon développer un cœur de compétences qui sont les mêmes dans la réussite dans n'importe quel niveau. Ça peut être le tennis, ça pourrait être acteur, etc. Il va falloir être autonome, se prendre en main, se faire un réseau, avoir un certain bon mindset avec certains incontournables, se fixer des objectifs, gérer sa confiance, sa motivation, rebondir sur les échecs, faire le tri dans nos erreurs et celles qui n'en sont pas. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même une belle école de la vie, le poker, si on a vraiment l'implication de s'y mettre à fond. Parce que s'il y a des gens qui croient qu'en s'y mettant 6 mois, on est censé devenir bon, pas du tout. Hein, ça prend vraiment des années de devenir un excellent joueur de poker. Mais c'est vrai que si on est sérieux, solide, persévérant, on apprend des choses. Et tous les joueurs pros à qui j'ai parlé me l'ont dit. Ils disent maintenant, je me sens prêt de façon, pas à n'importe quel challenge, mais pour crusher plein d'autres disciplines, quoi, voilà. Désolé, c'était un peu long, mais ça me passionne. Non. Et qui est Benoît, je t'en prie, si tu veux. Ah non, je disais que je partageais le point de vue de Simon, quoi, en fait. Très bien. Des amis. Ouais. Qui veut non, je t'en prie. Qui veut conclure? Est-ce que quelqu'un veut conclure? Alors, je pourrais dire que moi, au poker, ce qui m'a le plus. L'avantage que ça m'a développé, c'est en ce qui concerne la variance. J'ai jamais vu quelque chose aussi violent que la variance au poker. Et en fait, tout le reste à côté me paraît sans variance. Donc, je pense que c'est la chose numéro 1 de ce que ça peut apporter au poker pour ensuite performer dans d'autres disciplines. Eh bien, messieurs, on passe au second débat. À la seconde question, plutôt. Pourquoi les entreprises dans le poker ont-elles si souvent connu l'échec? Alors, vous allez me dire, oui, mais tu penses à qui? Alors, on va citer tous les sites de stacking. Avec en tête de proue, et là j'ai perdu le nom évidemment pendant que je le dis. Dire ça, c'est un échec. MPS, Poker Squad, Poker Squad, les Go to Live, les marques de fringues, les marques de boissons, les marques de lunettes, les marques d'assurance Bad Beat. Bref, il y en a eu des tonnes et elles ont quasiment toutes systématiquement échoué. Alors, pourquoi? Et à cela, je fais appel à la mémoire du peuple. Bon, Alexis, toi qui les as vues toutes passer, toi qui les as vues souvent peut-être ramper vers PokerStars pour te dire non, vas-y, file du blé, on a besoin d'être sponsorisé. De l'argent nous suffit. Si... Il y a beaucoup de raisons. Je peux pas toutes les énumérer, mais je compte sur mes camarades pour compléter. Il y a une grande raison que j'entrevois tout de suite, c'est que c'est déjà très dur de lancer une entreprise et de lancer un produit. Tu as parlé de vêtements, de boissons énergisantes et tout ça, ça a eu lieu. C'est déjà très dur de se lancer. Quand on est indépendant, on n'a pas forcément un capital de plusieurs centaines de millions comme Coca-Cola, etc. Ou Adidas. Donc c'est dur. En ciblant le poker, le poker c'est à peu près 650-700 000 joueurs en France, je crois à peu près. Donc c'est 1% de la population française. Donc déjà,
sur un marché où c'est déjà difficile de s'implanter, on divise par 100 le marché potentiel. Donc on se met déjà un énorme boulet à la patte et c'est terrible. Ensuite, c'est d'avoir trop confiance dans le côté communautaire. C'est pas parce que je joue au poker que je vais acheter une energy drink dégueulasse où il y a marqué poker dessus. C'est pas parce que je joue au poker que je vais acheter un sweat dégueulasse où il y a marqué il y a un jeu de mots à la con. Il n'y a pas besoin d'uniforme dans le poker. Il y a besoin d'uniforme, il y a besoin d'une raquette de tennis, il y a besoin de chaussures à crampons dans le foot. Il y a besoin de rien au poker. Donc je viens comme je suis et j'ai pas besoin j'ai pas besoin. Voilà, j'ai pas besoin. Donc il faut créer l'envie et l'envie, bah, c'est très subjectif. Il y a des modes, il y a des mouvements. Donc on divise encore beaucoup ce marché qui est déjà très petit. Voilà, bon, c'était mes deux premières raisons, l'échec, pour justifier l'échec. Et puis après, il y a des raisons plus tactiques, au cas par cas, des gens qui font des erreurs en surestimant les réseaux sociaux, en surestimant le bouche-à-oreille, etc., etc. Et puis à vous la parole. Bapor. Je suis assez d'accord avec Alexis. Déjà, il y a deux types d'entrepreneurs qui viennent au poker. Enfin, moi, je les décompose comme ça. Il y a l'entrepreneur qui vient mais qui ne connaît rien au poker. On va dire, au mieux, c'est un récréatif éclairé et il ne connaît pas les spécificités qu'ont les joueurs pros ou leurs problèmes, les problématiques, etc. Et en fait, ils vont créer des produits qui sont liés à l'échec. Ils ont des business models qui ne vont pas fonctionner. En fait, ce qu'ils mettent en place correspond à aucun besoin réel. Et ça se base souvent sur des... Peanuts qui fait des grands oui. Ah ouais, en fait, tu les as cités, tout ce qui est t-shirt, etc. En fait, ça marche pas, quoi. Et puis ça se base surtout sur des datas qui sont fausses parce qu'ils n'ont pas les bonnes datas. Et pour la deuxième partie, à savoir les joueurs de poker qui créent quelque chose dans le poker. On va dire des joueurs qui sont au moins des joueurs réguliers qui comprennent la situation vraiment d'un joueur pro, donc ils savent un peu de quoi ils parlent, mais en fait ils sous-estiment la difficulté de ce que c'est qu'entreprendre. Et souvent ils proposent des copier-coller qui existent déjà en pensant que le modèle économique est viable. Et ils sont influencés par la sphère poker qui pense en fait qu'il y a des mines d'or partout. Et comme tu penses à quoi, au coaching en particulier là? Affiliation, système de vidéo, masterclass, coaching. De toute façon, c'est des copier-coller de tout. Il n'y a pas vraiment d'innovation. Ouais. Et en plus, les gens qui échouent dans ce milieu-là ne communiquent pas leur échec. Parce que déjà, c'est mal vu dans le poker. C'était Alexis qu'on avait parlé à une émission. Je me souviens que c'était la spécificité du poker. On ne pouvait pas montrer ses faiblesses. Et vu qu'on ne montre pas ses faiblesses, on ne peut pas montrer qu'on a raté un stacking, qu'on a créé une boîte dans le milieu qui a échoué. Et l'information, elle ne se transmet pas comme quoi, en fait, le chemin, il est bloqué, ça ne va pas marcher. Et comme il y a la place pour très peu d'acteurs dans ce milieu, mais dès qu'il y a la moindre concurrence, ça détruit la rentabilité. Donc, il y a deux choix. C'est soit on prend le contrôle dans un domaine qui est très particulier et on est tout seul, ou soit on crée quelque chose. Mais comme ils n'ont pas cette créativité, ils vont souvent faire des copier-coller de ce qui existe, ça ne va pas marcher. Et en plus, souvent faire quelque chose d'innovant, c'est souvent mal reçu, je trouve, dans la communauté. Moi, j'en sais quelque chose avec Notser, avec le centre de formation. Et en plus, pour ajouter, les personnes les règles qui vont créer un produit vont échouer, mais sur le long terme. Ils vont mettre pas mal de temps avant d'acter qu'ils ont échoué, alors que l'entrepreneur qui connaît rien au poker va très vite acter que c'est une erreur. Il va très, très vite arrêter son entreprise. C'est ce que j'ai à dire sur ce sujet. Ah, cette phrase me plaît beaucoup. On en a souvent parlé, Benoît et moi, en mode se tromper vite et se tromper pas cher. Alors toi, mon Benoît, qui a le regard extérieur de l'entrepreneur qui lui a réussi ailleurs, t'en penses quoi, toi? Pourquoi ces entreprises dans le poker, elles échouent le plus souvent? Parce qu'il manque, pour moi, de la persistance. C'est pas grave, it's fine de se tromper, d'accord, mais justement, c'est justement avoir cette capacité de rebondir. C'est pas grave de se tromper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, même pas mal de fois, mais il faut rebondir et on le fait pas on rebondit pas sur un an. On rebondit le lendemain ou 5 jours après. On essaye vraiment de limiter cette capacité, d'optimiser cette capacité à rebondir. Pour moi, je ne crois pas à réussir du premier coup. Il faut ajuster, tester. Par exemple, le stacking, ça ne marche pas comme ça. Peut-être qu'il faut essayer comme ça. Peut-être qu'il faut essayer comme ça. Et toujours avoir cette capacité à être persistant, à évoluer, quoi, en fait. Ça,
Il y a de la parole de professionnel, messieurs. Non, Lui, mais, en fait, je vois pas d'échec en fait. Je vois toujours des aventures qui apportent et justement comme ce qui veut dire d'après toi Babar. ce qui veut dire d'après toi, en règle générale, c'est-à-dire que dans le poker, ils n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris le Voilà, système d'aventure. comme disait Babor, justement, il y a pas, le souci, c'est qu'on a honte de l'échec. Alors que, alors que moi, personnellement, j'ai pas de souci avec l'échec du tout, quoi, en fait. Avant de réussir, tu te trompes plein de fois, quoi, en fait. Hein. Ouais. Lui, il a réussi sa masterclass, messieurs, dames. Peanuts. Ton avis là-dessus? Pourquoi la plupart... Non, mais en plus, c'était un bon exemple. Alors là, on a deux bons exemples. Bon, Peanuts, t'as fait ta masterclass avec Kill It. Clairement... On a fait, hein, il y a Sylvain et Chichi avec moi, hein. Je sais, mais t'as compris ce que je veux dire. Clairement, on sait qu'elle a cartonné. Alexis, pour le coup, a fait la sienne. On sait, puisque nous, on en a parlé des chiffres, que ça a plutôt très bien marché, même si, évidemment, Alexis, par rapport à Kill It, c'était pas les mêmes, comment dirais-je, les mêmes, la même communauté, le même principe de vente, la même volonté. Mais dans vos deux cas, vous avez marché, même si toi, pour le coup, Peanuts, t'as vraiment éclaté le marché pour le coup de quelque chose qui marchait pas forcément très bien. Les masterclass, ça a rarement bien marché. Alors, pourquoi justement ça marche pas d'habitude et pourquoi toi ça marche? Alors, je step back un tout petit peu Mais t'as bien raison. pour prendre le débat plus dans la globalité. Il y a un premier point. Bon, je sais pas si on pourrait avoir une réponse à ça. Est-ce que les boîtes dans le poker ont encore moins bien marché que les boîtes tout court, tu vois? C'est vrai qu'il y a plein de boîtes, globalement, la majorité du temps, ça marche pas. Et c'est parce que c'est très dur d'avoir une boîte qui marche, encore plus si on est en France potentiellement. Mais du coup, après de savoir, bon, imaginons que peu importe si les boîtes au poker ont moins bien marché que les boîtes en général dans n'importe quel business que ce soit. Moi, l'impression que j'ai, parce que quand même, ça fait 15 ans, 15 ans, je crois que je suis dans le milieu, 2008, peu importe, 14, 15 ans. Et j'ai vu plein de gens. Et ça, j'ai l'impression que c'est pareil chez plein d'entrepreneurs, tu vois. Ils pensent que leur idée est géniale et originale. Alors qu'en fait, genre, plein de gens l'ont eu. Et l'exécution, ils s'en branlent. Enfin, genre, ils sont motivés 2 semaines, vrai, 2 mois, éventuellement 6 mois. Et comme dit Benoît, ils persistent pas, ils pivotent pas ou ils s'entêtent dans un truc qui marche pas, tu vois, comme un reg qui continue à 6-bet des boards qu'il faut pas 6-bet, il faut pas 6-bet. Il continue à les 6-bet, il ajuste pas son sizing. Il y a une part de déni, mais incroyable, qui est rattachée, à mon avis, à beaucoup d'ego. C'est que la personne pense vraiment que son idée est géniale, il pense être quelqu'un d'exceptionnel, alors que là, des gens exceptionnels, il y en a pas, hein, ou pas beaucoup en tout cas. Et du coup, ils se disent, voilà, mon idée est géniale, le marché est trop bête, le marché a pas compris, il faut juste que je sois patient. Boum, ils continuent globalement à faire la même stratégie, à pas tirer les leçons de leurs échecs, parce qu'ils ne voient pas leur échec, ou ils ne veulent pas le voir, disons. Donc je pense que ça, c'est un premier point, tu vois, être dans le déni, penser que notre idée est exceptionnelle, et oublier complètement la partie exécution, tirer les leçons des échecs, pivoter, persister, se remettre en question, essayer plein de choses différentes. Autre point, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui veulent résoudre des problèmes, comme disait Alexis, que les joueurs de poker n'ont pas. Genre, enfin, on peut pas demander aux gens de l'argent et que les gens nous donnent de leur argent pour résoudre un problème qu'ils n'ont pas. Il y a plein de gens qui lancent des business en espérant que ça va marcher parce qu'eux, ils trouvent leur idée bonne. Mais en fait, s'il n'y a pas les joueurs de poker qui majoritairement trouvent aussi l'idée bonne, ou qui disent « Ah ouais, c'est vrai, là, ça tape vraiment sur un gros problème que j'ai », à mon avis, ça ne marchera pas. Et ensuite, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont motivés par l'argent, et why not, c'est logique d'avoir ça en motivation. Mais c'est l'argent avant l'idée. L'argent avant l'idée. Ouais, et c'est ça. Et en fait, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Et donc, voilà, ça marche pas parce que ça se sent. Et surtout au poker, tu vois, c'est un milieu où les gens sont très. Enfin, les gens qui vont sortir l'argent pour le donner à quelqu'un sont méfiants. Ils sont méfiants de ce milieu. Ça, on va pas se mentir, de base, une mauvaise répute. Donc, ils disent, ouais, mais pourquoi je donne mon argent à toi? Il y a lui, et il y a lui, et il y a lui. Donc, ils ont envie assez rapidement. Et en plus, avec les réseaux sociaux et tout ça, maintenant, il y a de plus en plus de sentiment de confiance qui s'établit entre une communauté et la personne qui drive la communauté. Donc il y a aussi des gens, d'un coup, ils débarquent de nulle part, ils disent « Ah ben tiens, voilà, je vais proposer mon produit et les gens vont me donner leur argent, c'est normal. » Ben bof, tu vois, les gens ont vraiment besoin d'être confiants, de sentir la personne, de pouvoir avoir un aperçu du produit, etc., etc. Et il y a beaucoup de gens, en fait, en tout cas, peut-être je me trompe, moi je l'ai senti plein de fois, la personne me pitchait, me décrivait son idée de business, et je voyais qu'elle s'en foutait complètement de vraiment résoudre le problème de son audience. Elle voulait juste dire « Ouais, et comme ça, bam, dans 2 ans, je prends 100K. » D'un coup, je ferai un lancement produit et je prends 100K.
Genre, ok, peut-être, mais je pense que ça va pas très très bien marcher. Donc, il faut surtout aimer passionnément ce qu'on fait, passionnément tomber amoureux du problème qu'on veut résoudre. Je pense que ça se sent. Je pense que même si on est très nul au début, vu qu'on est passionné, comme dit Benoît, on essaye, on monte en compétences. Et voilà. Il y a aussi des gens qui veulent devenir riches en 6 mois, tu vois. Ça prend du temps de monter une boîte. Enfin, moi, ma masterclass, dit que j'ai eu du succès. Bah, c'est vrai, elle a bien marché. Je l'ai sortie après avoir fait des vidéos gratuites pendant 10 ans. Alors évidemment, j'étais backé par Winamax, sinon j'aurais trouvé sûrement d'autres business models. Mais pendant 10 ans, j'ai quasiment pas beaucoup gagné d'argent, quoi. Je me payais et c'était très bien. Mais je faisais ça par vraie passion et c'est toujours le cas. Et au bout d'un moment, j'ai voulu aller plus loin, j'ai fait une masterclass. Mais plein de gens, ils se disent, ah bah tiens, je vais aller sur le marché et boum, dans 1 an et demi, je suis riche. Comme les joueurs de poker. Et on a plein, ils se disent, ah bah tiens, j'aime bien le poker. Dans 2 ans, je vais être joueur pro et gagner 10K par mois. What the fuck? Il y en a plein des gens comme ça, plein. Si je vous partage un autre point, c'est pas un secret dans l'industrie, je travaille aussi et je conseille aussi certaines marques ou certaines personnes ou certains joueurs. J'ai l'impression, là pour le coup de mon expérience moi de conseiller, que aussi on a beaucoup de mal à se faire conseiller dans le monde du poker. On n'aime pas ça. On a réussi seul, on réussira seul le monde de l'entreprise. Il y a une nouvelle génération de personnes qui commencent à le faire. J'ai jamais eu autant d'appels qu'aujourd'hui pour conseiller les gens, d'un point de vue stratégique, communication, etc. Mais il y a toute une époque... Ah, dans la merde, tiens. Ouais, c'est parce que t'es parti écrivain, donc c'est moi qui les appelle. Ils me disent, non mais il est parti. Je dis, oui, il est parti, c'est bon, il fait des best-sellers, vous occupez pas. Prenez-moi, moi. Mais non, mais en plus, c'est ça. En plus, Alexis, tu fais partie de cette génération. L'ancienne génération, j'ai l'impression qu'elle voulait pas du tout être conseillée. Tu sais, elle faisait son truc un peu à l'arrache, quoi. Ouais, mais c'est pas lié au poker, je pense. C'est vraiment global, ça. Les gens pensent qu'ils ont la bonne idée. Je suis 1000% d'accord avec ce que vient de dire Peanuts. Hein. Et ils pensent avoir la bonne idée et qu'ils vont s'en sortir tout seuls et que ça va marcher. Voilà, ça va marcher comme ça. Moi, je voudrais juste rajouter, je pense qu'il y a aussi une mauvaise définition des priorités. J'ai eu plusieurs exemples de gens, pas nécessairement dans le poker, mais je l'ai eu dans le poker, que je leur dis, bon, bah ok, parlez-moi de votre truc. Ils me montrent leur logo. T'as vu? Il est beau, hein? Mais s'il y a bien un truc dont on se fout, c'est le logo. Vous pourrez faire appel à un graphiste. Enfin bon, on s'en fout, le nom et le logo, c'est un détail. Mais votre business plan, vous l'avez? Vous avez fait une étude de marché, juste une étude de marché, peut-être pas un truc carré pro et tout, juste une étude pour voir si ça tient debout. Et si financièrement vous allez à l'eau, vous faites comment? Vous remettez une deuxième salve ou vous jetez l'éponge? Ah oui, mais tu comprends, je me suis mis bien avec le bar du coin ou avec le magasin de fringues du coin pour vendre et tout. Mais le magasin de fringues du coin, il vient de vendre combien de t-shirts à l'année? 8. Donc c'est pas un billet. Ah bah oui, mais je me suis mis d'accord avec un ancien de la Maison du Bluff pour porter mon truc ou pour faire... Mais ça représente rien. Donc, je pense que ce sont des gens qui surestiment vraiment leur relationnel, qui surestiment des tout petits détails, des tout petits points, voilà, et qui, sur l'essentiel, sont pas là, sont pas présents. Chef d'entreprise, malheureusement, c'est un peu rébarbatif. Il faut être très analytique, quoi. Donc, il faut prendre du temps. Et je rebondis complètement sur ce que tu viens de dire, Loïc. Si on n'a pas ces compétences-là et qu'on pense avoir une bonne idée, bah, faut faire appel à quelqu'un. Quitte à dépenser un billet, et je reviens là sur ce que disait Benoît, il vaut mieux dépenser un billet et que le mec te dise non, ça marchera pas. T'as perdu un billet, mais t'as perdu le minimum et t'as pas perdu de temps. Donc, des fois, s'entendre dire non, c'est salvateur et ça fait faire des économies. Oui, c'est ça. Payer pour s'entendre dire non, ça fait des fois beaucoup d'économies. Les amis, Bapor, Benoît, quelque chose à rajouter? J'avais une question, Loïc. Tu avais dit que tu penses que la nouvelle génération, elle accepte plus de faire de coaching que l'ancienne génération. En tout cas, elle a une démarche de se faire conseiller plus facilement. Est-ce qu'elles ont la même définition du coaching? Est-ce qu'elles veulent pas du coaching pour entendre ce qu'elles ont envie d'entendre? Si, t'en as certains, oui, mais ça, c'est le boulot du conseiller. Si le conseiller il est honnête, il n'est pas là pour dire ce que les gens veulent entendre. Il est là pour leur dire ce qu'ils ont besoin. Parce que vu que tu as conseillé, tu dois avoir la j'ai eu des gens qui sont venus me chercher pour du conseil et qui trouvaient ça très cher. Et forcément, quand tu leur dis pas ce qu'ils veulent entendre, du coup, ça dure pas très longtemps. Et puis, t'en as qui trouvent que finalement, c'est intéressant de t'écouter, d'évoluer. Mais là, c'est personnel. Ça fait partie un peu de ce que disait Pinel. Ça fait partie aussi du talent de chacun, de savoir comprendre qu'on a besoin de conseils, on a besoin de s'entendre dire non, ce que disait Alexis. Mais là, ça dépend vraiment des gens, ça a des traits de caractère aussi. Comme Benoît disait, on n'accepte pas l'échec, on n'accepte pas d'entendre non, là tu te trompes, non, là tu as fait une erreur.
en plus, il y a quelque chose qui arrive, alors de moins en moins fréquemment, mais qui arrive encore un peu, c'est que des gens, des fois, viennent voir les conseillers trop tard. Ils viennent te voir en te disant « J'ai besoin d'aide ». Ouais, mais la maison brûle. Non, ta maison brûle pas, il n'y a plus que des cendres, en fait. Donc, du coup, je peux être aussi fort que je veux en conseil, c'est trop tard, là, gars. Fallait venir avant. Ah ouais, mais avant, je pensais que je n'avais pas besoin. Ouais, mais enfin, ça fait quand même 6 mois qu'il y a un brasier, gars. Donc, du coup, voilà. Le déni. Le déni, oui. Il anticipe pas, il attend d'être broke avant de... C'est ça. On peut faire un parallèle avec le poker. Hein. Mais... Le joueur, il attend d'être broke avant de contacter. Hein. Mais bizarrement, en tout cas, moi, ça, c'est mon expérience à moi dans le poker et plus généralement. Mais dans le poker, un peu plus, bizarrement, tous les gens qui sont venus me voir, ou tôt ou à temps, et qui ont accepté que je leur dise, ben, là, t'as raison, là, je pense que je te propose d'essayer de faire quelque chose différemment, etc. Tous ces gens-là... sont morts. sont morts. Et salut à tous. Non, tous ces gens-là sont de toute façon considérés souvent comme les plus forts dans leur domaine, quoi. Il n'y a pas de secret à un moment donné, quoi. Tu vois, je pense que... Enfin, je sais, là, ben, t'es à Benoît, toi qui as une expérience avec les gros entrepreneurs, il n'y a pas de secret, quoi, à un moment. Alors, pour moi, si on parle qu'on soit joueur de poker ou entrepreneur, pour moi, moi, je le vois comme un outil de développement personnel. Ouais, voilà. Plus on est développé, d'accord, plus on va être performant dans le poker, plus on va être performant dans l'entrepreneuriat. Je le vois comme ça, en fait. Moi, je vous invite aujourd'hui, parce que je vous trouve tous les quatre très forts, on se connaît, etc. Mais vous avez tous les quatre réussi dans des domaines différents, avec des chemins différents, avec des réussites différentes, des échecs différents, mais à la fin, vous avez réussi. Il n'y a pas de secret, quoi, à un moment donné, quoi. Il y avait quand même, il y a des compétences d'analyse, de réflexion, de remise en question, de choix d'entourage qui amènent aussi à ça, quoi. Peanuts, moi, je dis, ta masterclass, tu dis oui, non, mais il y a toujours Chichi, Lucy, qui tu veux. Bon, ben, moment, tu sais que le succès, il vient de ton travail, il vient de l'entourage, des conseils ou des gens qui ont pu t'apporter avec toi. Bon, ben, il n'y a pas de secret, quoi. À un moment donné, c'est s'entourer. Ah, bah, si, l'intelligence, c'est s'entourer à un moment donné. Mais... Ah non, alors ça 100%. Ah, voilà. Ce sur quoi je voulais revenir, c'est qu'il n'y a pas de secret, évidemment. Enfin, quand je dis il n'y a pas de secret, je veux dire, il y a moment où tu as aussi quelques prédispositions, un réflexionnement, tu vois, intellectuel et une envie d'aller chercher l'information, quoi. Voilà. Alors, c'est ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que quand même, et là c'est un très bon parallèle je pense avec le poker à faire, c'est qu'il y a quand même entre guillemets des secrets. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu prends un coach, que tu es stuck en NL 400 sur les tournois ABI 200 machin, et que tu as grindé, que tu as cherché tout seul avec des potes, tu as réfléchi, tu as fait tes solvers, et qu'à un moment tu parles à un mec qui crush les buy-in 3 fois au-dessus et qui dit non mais là t'es con ou quoi, tu vois pas pré-flop que là t'es complètement à l'ouest sur tes ranges, tes machins, tu prends tel paramètre en compte, c'est celui-là qu'il faut prendre. Tu fais ah ouais putain quand même ça je l'avais pas vu. Alors c'est pas un secret, n'empêche c'est une information dure à dénicher, et moi j'ai lu j'ai dû lire 150 bouquins, tu vois, de développement personnel, de business, et je continue tout le temps. Mais il y a des trucs, enfin, c'est genre, il y a vraiment, littéralement, pour moi, il y a des phrases qui durent genre 4 lignes. Genre, ouais, ça résonne. Ça résonne. La phrase. Ouais, enfin, c'est le mot secret, peut-être pas le plus adapté, mais c'est des trucs, what the fuck, comme c'est ultra smart, tu vois. D'un coup, il y a un mec qui a 40 ans d'expérience, qui a monté 10 boîtes, qui connaît des entrepreneurs successful dans le monde entier, et il te résume un truc spécifique sur un enchaînement de problématiques spécifiques. Putain, bah n'empêche ça, avant que tu le redécouvres tout seul, tu vois, c'est comme si tu réessayais d'inventer les mathématiques tout seul. À un moment, quand même, quand tu découvres tel théorème, certes, le théorème n'est pas un secret, n'empêche que quand tu es en deuxième année de prépa, qu'on te donne ce théorème et qu'il résout cette équation, tu fais ouf, ah ouais, Einstein, il était quand même pas con. Donc, tu apprends un peu le secret d'Einstein. Alors, le parallèle vaut ce qu'il vaut, mais des fois, quand tu apprends le secret de l'entrepreneur qui a monté PayPal, d'Elon Musk, de Bezos ou qui tu veux, tu fais ah oui, quand même, je l'aurais pas trouvé tout seul en 2 ans non plus, tu vois. Donc, il n'y a pas de secret d'un côté dans les gros fondamentaux qu'on répète constamment, mais si c'est si dur que ça, c'est qu'à un moment, il va falloir empiler un sacré nombre de milliers d'heures et faire le tri dans toutes ces infos pour trouver celle qui fit ton business plan, ton idée. C'est ça, aller chercher, stratégie. quoi. Avoir l'intelligence d'aller chercher. Faire ta recette de cuisine parmi tous les ingrédients qu'il y a autour, tu vois, pour trouver ta recette secrète, parce que toi, t'es un peu spécifique. Ton business, il est toujours spécifique. Ouais. Benoît, je te vois valider là-haut. Non, complètement. Je partage complètement le point de Simon sur ça. Eh bien, les amis, je vous propose qu'on passe au troisième débat. Le troisième débat, la troisième question. Le joueur de poker comprend-il les besoins du haut niveau? Et à ça, messieurs, dames, on va demander à celui qui
Qui en a des joueurs de poker qu'il essaye d'amener au niveau? C'est Monsieur Bapor. Alors, Monsieur Bapor, est-ce que le joueur de poker comprend les besoins qu'il a pour aller au niveau? Non, il comprend pas, mais c'est pas une exclusivité de ce milieu. Par contre, je pense que la problématique est quand même plus forte dans le milieu du poker, parce que le milieu est bien plus amateur. Et ils ont trop de cas de personnes qui ont performé en ayant d'énormes leaks. Donc BRM, mental, alcool. Je vois Peanuts en bas, il est déjà en train de valider en mode oui. Drogue. Et en fait, ils n'ont pas assez de bons exemples. Et puis même dans ce que eux pensent qu'un joueur est en train de performer, bah, c'est en apparence, parce qu'en fait, on ne sait jamais qui gagne et qui perd dans ce milieu. Exactement. Parce que comme on l'avait dit précédemment, comme je l'avais dit précédemment, en fait, les gens ne communiquent pas leur échec. Donc on ne sait même pas réellement qui gagne. Mais en tout cas, ils vont toujours avoir ce biais d'aller cibler ce genre de personnes pour les conforter eux dans ce qu'ils font. Bah, en conclusion, le joueur il n'est pas assez influencé positivement en fait pour comprendre les besoins du haut niveau. Il n'y a pas de rapport vraiment top joueur, très bonne hygiène comparé à d'autres joueurs qui auraient d'énormes leaks. En fait, il n'y a pas l'écart est trop grand quoi. Il n'y a pas assez de personnes. Peanuts. Non, je suis assez d'accord. Donc l'opposé de ce qu'il a dit, c'est-à-dire les gens partagent pas leur échec. C'est surtout que, alors déjà c'est vrai, surtout ils partagent que leur TF, leur victoire avec les gros screenshots. Donc du coup après avec le lifestyle qui va avec, on se dit ah bah tiens c'est cool, c'est pas si compliqué que ça. Et factuellement il est vrai qu'il y a des joueurs des fois pas bons. Même ça arrive tout le temps, qui vont gagner un expresso jackpot, qui vont gagner un gros tournoi, qui vont faire une grosse perte. Donc on peut en fait, si tu veux, il va y avoir très vite un très gros décalage entre la perception que tu as de la difficulté de perfer au niveau. C'est-à-dire que jamais demain, si tu es débile, tu vas lancer une énorme boîte. C'est impossible, tu vois, en 6 mois. Par contre, si t'es pas bon au poker, tu vas la couler par contre en 6 mois. Oui, c'est-à-dire, mais toi, tu n'auras pas pu la lancer. Alors que toi, tout seul, t'es pas smart, t'es pas très bon au poker, tu peux tout à fait faire une grosse perte dans les séries où tu veux. Et ça, forcément, le marketing du poker, on en est tous plus ou moins co-responsables, joue dessus. Parce que c'est un peu comme le loto, on va pas se mentir. Hein, ce que tu affiches, c'est les grosses. Alexis avait parlé de ça dans la communication et tout à un moment. Ben voilà, c'est ce qui fait du clic, c'est ce qui fait que les gens ils s'inscrivent à un tournoi, c'est ce qui fait que les gens se mettent au poker. Moi, le premier hors marketing, je lançais des tables en NL2, j'ai gagné genre 4 caves en 1 heure. Je fais ah ouais quand même, peut-être que si je joue 2 limites plus hautes, je vais gagner tant de l'heure. Puis d'un coup je vois sur Club Poker qu'il y a des mecs qui sont pros et boum, de suite tu ancres cette possibilité là. Et évidemment comme tu as envie de l'être, tu te fabriques une histoire dans ta tête où c'est assez facile. Bon en plus à mon époque c'était quand même vraiment assez facile. Mais il y a un gros biais du survivant dans le poker très clairement quoi. On met en avant que ceux qui ont réussi, en négligeant totalement le millier d'heures et de difficultés et d'épreuves qu'ils ont dû traverser, notamment, comme l'a dit Bapor tout à l'heure, la violente variance qu'ils ont dû encaisser très souvent. Donc les joueurs, dès qu'ils rencontrent l'échec en fait au poker, ils se disent ah ben c'est pas normal, c'est pas le parcours idéal que je m'étais fait dans ma tête, tu vois. Et c'est complètement faux, c'est complètement fake, c'est une mascarade totale, comme les influenceurs chez les jeunes, tu vois. Ils disent ah, regarde, elle est débile, elle fait du placement produit pour des shampoings, elle prend 1 million par an, je vais faire pareil. Mais oui, mais même s'il y a quelques rares cas où effectivement la personne elle n'a pas fait beaucoup d'efforts, elle a chaté sa télé-réalité, la plupart des influenceurs qui gagnent, je sais pas moi, 10 000 euros par mois, ils taffent comme des tarés et la plupart échouent quand même. Donc bon, bref, compliqué. T'as vu Alexis que t'es cité de plus en plus, que t'es vraiment, c'est vraiment. Non mais c'est ça, t'es vraiment, on commence à te citer. Respect. Je me rappelle de ce qu'il a dit en 97. Alexis, alors les joueurs de poker, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont besoin pour aller au niveau? Déjà, je suis impressionné par l'intelligence des réflexions qui sont faites de part et d'autre. Donc on est sur une émission de très très haut volet aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression. Ça sort des grands mots et tout. Moi, je reviens sur... c'est marrant, moi je reviens au tout début de ce que disait Peanuts sur les qualités humaines qu'il faut pour réussir au poker. Si ce sont des qualités, c'est que précisément elles sont rares et que tout le monde ne les a pas. Et précisément, ça rejoint l'idée qu'on vient d'évoquer, c'est qu'on parle que des résultats, mais on parle aussi que de ses qualités. On met en avant plus facilement ses qualités que ses défauts. Et ces deux caractéristiques mises en commun, ça fait qu'on occulte ses défauts et on pense qu'on a des meilleures qualités, qu'on a de meilleures qualités. Quand on est, j'ai envie de dire, normal, la plupart des gens sont comme ça. Bah, c'est pas le bon cocktail pour réussir. Le bon cocktail pour réussir, c'est d'avoir un peu l'humilité de s'analyser, de se dire voilà quels sont mes leaks, etc. Et de trouver les moyens, c'est pas facile, de trouver les moyens de les combler, d'être plus fort. Et c'est pas la plupart des gens qui sont comme ça, dans le poker comme dans la vie. Hein. Monsieur Benoît Lab. Bon,
Pour moi, le haut niveau, c'est se connaître, que ce soit dans le poker ou dans l'entrepreneuriat. Dans le poker, c'est se connaître personnellement, connaître ses forces et ses faiblesses, et surtout ses faiblesses. Ah, donc tu rejoins Alexis dans le côté faiblesse, on voit pas ça. Complètement, mais vraiment les comprendre. Moi personnellement, j'ai joué peut-être les meilleurs joueurs du monde, techniquement, en cash game à Macao. Ok. Et pourtant, j'étais nul techniquement, le plus nul techniquement, mais je le savais. Et pour ça, je compensais justement avec d'autres qualités. T'as mis ton ego de côté aussi. T'as su mettre ton Voilà, ego de côté. exactement. Et justement, je jouais pas justement sur leur terrain. J'allais beaucoup plus coucher hors position et j'avais pas honte de ça, quoi, en fait. Voilà. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Le but, c'est comprendre son core team, d'accord, voir quelles sont les qualités de son core team par rapport à d'autres boîtes qui font exactement pareil et leverager dessus, quoi, en fait. Leverager sur les qualités de sa propre team. D'où vraiment l'importance de connaître sa team dans l'entrepreneuriat et soi-même dans le poker. Putain, c'est beau quand ça parle comme ça. Les amis, alors justement, on est plutôt assez d'accord pour dire que non, il ne comprend pas les besoins qu'il a pour aller au haut niveau. Bapor, je vais te poser la question à toi en premier. Face à ce constat-là, vous essayez quoi de mettre en place aujourd'hui, vous, pour leur faire comprendre de quoi ils ont besoin? C'est quand même extrêmement difficile parce que là, ce qu'on est en train de dire, si on leur dit directement, bah, les gens ne viennent pas en fait. On est en train de leur dire. Ils se braquent. Ils se braquent instantanément. Je trouve que dans le milieu, en fait, l'ego vraiment, il est extrêmement fort. Tu les braques vraiment pour pas grand-chose. Donc, tu as le choix de les attirer avec du clickbait. Donc, tu fais ce que font tous les autres et puis en interne, bah, tu dis, tu essaies de le changer progressivement. Soit dès le départ, tu dis écoutez, vous faites tout ce que vous faites depuis le début, c'est pas bon. Nous, on a la bonne méthode. Par contre, derrière, la violence que tu prends sur les retours est violente. Bah, il y a ces deux possibilités. Faut choisir. Enfin, on a pris quand même la voie de dire de choquer. On voit les conséquences que ça a et je pense quand même que ça reste la bonne méthode. Parce que c'est la plus honnête et puis. Ouais, et puis il a freeze. Salut Bapor. Je crois. À bientôt. Je crois, ou alors il est très fort en posing. Ouais. Peut-être éventuellement bon. sur les fournisseurs d'accès. Peut-être. Vas-y, donc, reprends Bapor. Donc tu disais, Je restais où? Ah non, en fait tu frises encore en fait. Attends, c'est mieux ou pas? Ah. Ça va un peu mieux là, je crois. Non, c'est bon. Essai. Ouais, c'est bon. C'est pas stable le Cambodge de nos jours. Hein. Non. Je suis pas sûr que c'était plus stable il y a 40 ans. Je veux pas faire de politique. Mais voilà. J'ai 3 lignes internet. Hein. Non, donc tu disais, vous avez fait le choix d'être violent, enfin que ce soit un peu... C'est ça, on a fait le choix d'être direct, de dire la vérité. On voit derrière les répercussions que ça a, à savoir une extrême violence de l'autre côté, parce qu'il y a un rejet qui est très très fort. Moi, je préfère cette méthode, elle est directe, et si ça fonctionne pas de cette manière-là, j'ai pas envie d'utiliser un moyen détourné avec un clickbait et puis d'essayer de les convaincre en interne, parce que je pense que c'est voie à l'échec. Je pense que c'est dès le départ pour poser les bases, que le joueur soit... On attire les bons profils, parce que je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça marche. C'est toute une question de profiling. Dès le départ, ils savent à quoi s'attendre et ça augmente les chances de réussite. Donc moi, l'option d'être direct, celle qu'on utilise, je pense que c'est la meilleure. Quelque chose à rajouter, les amis, sur ce sujet? Sur les méthodes qu'on pourrait employer pour qu'ils s'en rendent compte? Je pense à un truc, Peanuts. La masterclass que vous avez sortie, elle a été saluée. Une des rares critiques qui revient, c'est parfois qu'il y avait trop de mental, et je me rappelle d'une des réponses que tu avais faites, je sais pas où, en disant oui, mais il n'y en a pas trop, les amis. Il y a ce dont vous avez besoin. Bah moi je trouve qu'il n'y a pas assez. Mais ouais, pour les gens en fait... Tu vois l'éducation que tu leur as dit. C'est incroyable parce que je trouve ça vraiment hallucinant. C'est genre empiler le nombre d'heures de cours théoriques qu'il faut pour devenir genre, je sais pas, avoir un Master 2 en biologie, tu vois. Donc tu prends ce nombre d'heures théoriques de connaissances, notamment avoir un Master en biologie, ou même un coach mental est très haut niveau, whatever. Il n'y a pas une formation qui va être sérieuse qui va être moins de 2 ans d'études, tu vois. Moi, ma partie mentale, je pense qu'elle fait 50 heures, un truc comme ça. Puis un docteur en sciences cognitives qui a une expérience de malade, qui fait 8 heures en plus. Donc il y a juste, on va dire 50-60 heures. Et les gens disent c'est trop. Genre, ok, moi,
why not? C'est juste pour moi une toute petite synthèse de mon expérience et de genre une cinquantaine de bouquins spécifiquement sur la question que j'ai lu. Et alors, bon, après, chacun fait ce que mais si t'es pas prêt à passer juste 50 heures pour. Tu peux les étaler, tu fais juste 1 heure par semaine. À la fin de l'année, tu les auras eu. Bon, en vrai, il faudrait les relire, prendre des notes et tout, mais c'est ça que je trouve hallucinant, c'est comment dans la société de nos jours, on a détruit la notion de patience, d'effort industrieux et de poser les bonnes actions jour après jour après jour. Enfin, je veux dire, c'est comme, je sais pas, tu vas pas aller à la muscu et espérer devenir plus fit si tu fais pas au moins une demi-heure par jour ou 3 séances d'1 heure et demie, j'en sais rien. Si le mec est pas prêt à investir ça, enfin, je comprends même pas comment il peut avoir l'ambition de perfer au poker en fait. Et je pense qu'encore une fois, des années de marketing et d'illusions et de placement produit d'influenceurs et je sais pas quoi ont vraiment créé l'illusion chez les gens qu'on pouvait être très successful en faisant très peu d'efforts. Et ça, c'est vrai que si on chatte. Donc il y a le loto, il y a avoir de la chance en crypto, il y a chatter un expresso jackpot de millions si tu veux. Mais ça, c'est pas un bet qu'on veut prendre. Tu veux pas parier sur le fait d'être chanceux. Donc moi, genre, j'ai honte, tu vois, de faire juste 50 heures, mais je sais que si je fais plus, ça va pas vraiment être pas digeste. Et il y a encore des gens qui disent, ah, 50 heures, c'est trop. Je fais, ok, fine. Mais bon, je vais pas leur vendre du mensonge non plus, quoi. Donc voilà, si je voulais rajouter un truc, ça, c'est que moi, je suis d'accord, faut vendre la réalité aux gens. Mais souvent, on dit, ouais, mais les gens, quand on leur dit arrêter, ils sont pas contents. C'est leur problème. Ça. Mais c'est la même chose que ce qu'on revenait avant sur le conseil quand je leur dis la réalité. Voilà, exactement. Ah oui. En plus, tu as fait des concessions. T'as fait des concessions. Ben, nous aussi, on fait des concessions. On dit vraiment obligé. Pas. On fait des concessions, mais c'est toujours trop. C'est ça. Ben, parce que tu as vendu du rêve aux gens. Les gens se disent, ah, attends, quand même, je devrais bien pouvoir gagner 3 000 € par mois sans trop en chier. Ah ouais, bah alors pourquoi tout le monde fait pas ça? Pourquoi il y a des gens qui travaillent à se casser le dos et les reins et tout dans des boulots au SMIC. Enfin, c'est dur d'être joueur professionnel de poker. C'est dur. C'est pas du tout insurmontable, mais c'est dur au point qu'il faut s'investir assez régulièrement pendant au moins 3 ans pour commencer à perfer régulièrement. Tu vois. Au poker, la variance fait qu'aussi il y a des gens qui perfent pendant 3 mois. Ils disent, ah mais ça y est, c'est bon, enfin j'ai compris. J'ai eu le déclic, j'ai compris. Ok, ouais. Et tu vois, tu disais justement 3 ans. Et pour moi, dans toute discipline qu'on veut passer à une autre discipline, il faut au minimum 2-3 ans justement. Et là, on va vite déjà quand on passe juste. C'est ça, c'est très très. C'est pour ça que moi j'ai la masterclass Kill Tilt, d'accord. Elle est très bien. Et la partie mentale, moi je la comprends dans la mesure où il y a la partie technique, fine, elle est très bien aussi. Bah, elle est trop faible niveau pour tes stakes, surtout la partie technique. Toi, tu joues entre haute limite aussi. Oui, mais moi en tournoi, je commence depuis. D'accord. Tout bas, quoi, en fait. Et donc, en fait, pour moi, elle est très bien. Mais la partie mentale, justement, te fait comprendre que tu dois passer par des échecs, ta façon de travailler. T'as pas le choix, en fait. Et c'est la réalité, quoi, en fait. Donc, à travers vos formations, j'imagine que vous voulez montrer la réalité, quoi, en fait. Mais ça, c'est un peu, tu sais, c'est comme le crash écologique qu'on est en train de vivre. Tu vois, c'est la réalité, on n'accepte pas la réalité. Déni. Le déni, c'est tout le temps. Et moi, le premier, il faut se battre tous les jours pour dire, OK, sur quoi je suis en train de me voiler la face. Il faut mettre ton ego de côté parce que tu penses savoir, tu penses que toi, En fait, ce qu'on ne sait pas est toujours tellement plus grand que ce qu'on sait. Bien sûr. Que si tu gardes pas ça en tête, tu te berces d'illusions tout le temps. Et du coup, bah, tu te mets le doigt dans l'œil et t'échoues, tu sais. Comme ça. Oh les gars, on est sur une émission de, comme dirait Alexis, une émission de très haute tenue, quoi. Vous êtes 8 à nous regarder jusqu'au bout. mais vous irez loin. Mais voilà. Les 8 iront très loin. C'est ça. Et n'oubliez pas de nous donner 10% de vos sociétés pour nous remercier de vous donner tous ces conseils. Eh bien les amis, on arrive dans la dernière ligne droite avec cette question. J'ai envie de dire un peu casse-gueule parce que là c'est presque de la sensation, c'est presque la vision de chacun. Mais pour vous, c'est quoi le poker entrepreneurial de demain? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fera demain qu'on n'a pas encore fait dans le poker? À ce petit jeu-là, mon Alexis, il est bon. Alors Alexis, c'est quoi le poker entrepreneurial de demain? Voilà. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, le poker. Piège, Non mais, ouais. moi, je vais vous dire le poker entrepreneurial de demain. Déjà, c'est que la presse écrite, à mon avis, malheureusement, comme tout ce qui suit, bah, il y en aura plus. C'est terminé. Mais là, c'est pas qu'au poker pour le coup. C'est pas qu'au poker, c'est en général. La gamification, on en a parlé tellement souvent, mais quand on voit le succès incroyable de GG, je pense vraiment que là, aucune room ne va pouvoir y échapper. Ou, dans ce cas-là, si elle ne veut pas faire de la gamification, elle ne pourra pas en rééchapper. Et puis, je me dis que tout le travail que vous faites, Notser,
Peanuts avec Key Tilt. On salue les amis de Spin Elite. Voilà, les gens un peu serious business. Vous élevez une génération de jeunes qui commencent à comprendre parfois très difficilement que c'est peut-être bien de se faire cocher. Et donc, la prochaine génération, elle, se serait inscrite dans son ADN. C'est évidemment mes paris à moi. Vos paris à vous. Alexis, c'est quoi le... Moi, je pense que le poker, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais le poker va suivre les tendances du moment. La grande tendance, évidemment, c'est l'arrivée des cryptos. Donc, je pense qu'il va y avoir, et ça existe déjà, mais ça va se généraliser, l'arrivée des cryptos dans le poker. Moi, je suis pas trop de ton analyse. Je rejoindrais plutôt ce qu'a dit précédemment Peanuts. C'est qu'on est dans la génération du tout de suite. Tout de suite sans effort. Ça c'est vrai aussi. Le poker va suivre encore cette tendance. Donc ça, c'est déjà arrivé avec les expressos, spin and go, etc. Je pense que l'avenir, ça serait de développer ce genre de format pour que ça colle mieux à la population qui n'a pas envie d'attendre, qui joue sur smartphone et qui a 20 minutes devant elle. Donc c'est assez peu compatible avec du coaching, malheureusement. Entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il y aura pas de... Il y a du coaching sur les spin and go, je le sais. Mais c'est plus du format de poker jetable. Et je ne pense pas qu'il y ait un énorme marché pour ça. Donc il y aura certainement 1, 2, 3 écoles de coaching sur ce genre de format. Mais le coaching laborieux comme on fait, comme on a vu, etc., à mon avis, il va être amené à disparaître parce qu'il sera inadapté à cette forme de poker un peu jetable, encore une fois. Donc tu penses que le tournoi finira par disparaître alors? Ou en tout cas à peau de chagrin? Pas forcément, parce qu'il peut rester un noyau dur. Il y a des grands sites qui proposent quand même des grosses garanties et tout, donc ça peut rester. Mais par contre, les petits tournois qui servent pas à grand-chose, où on se bute pour un prize pool dégueulasse, bon, peut-être que les gens vont se dire, ça sert à quoi je fais un tournoi en plein après-midi, j'ai bouffé 8 heures de mon temps, j'ai gagné 19 balles, je pouvais faire 150 spin and go. Donc, c'est que mon avis, hein, c'est que mon avis, mais je pense que ça va suivre davantage cette tendance-là. Peanuts. Pareil, j'ai pas de boule de cristal. Honnêtement, c'est super complexe parce qu'il y a deux problématiques. La première, c'est comment le marché du poker, on va dire côté room, va évoluer. Quelle sera l'offre poker? Et puis aussi, peut-être dans l'idée, qu'est-ce qui peut manquer dans votre vision aussi? Qu'est-ce qui peut manquer aujourd'hui dans le poker qu'il n'y a pas et qui serait intéressant d'avoir demain? Exactement, non, mais c'est ça. Du coup, il y a qu'est-ce que le marché poker va devenir et qu'est-ce que les entrepreneurs peuvent faire avec le marché actuel de nouveau. Déjà, ça, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses de neuf à faire, mais avec les mutations à venir du marché poker, qu'est-ce que les entrepreneurs vont faire de neuf aussi? Et moi, là où je suis 100% d'accord avec Alexis, c'est que la grosse tendance, en tout cas du divertissement, donc le poker en fait partie, loisir divertissement, c'est que les gens passent de moins en moins de temps avec une attention longue et soutenue sur un device. Genre quand ils lancent Twitch, ils sont sur WhatsApp à côté. Quand ils regardent même Netflix... Mais d'ailleurs, tu as vu les chiffres, il y a des chiffres comme ça. L'attention des gens a été divisée par 12 ou 14 en moins de 10 ans. Ouais, c'est un de mes sujets préférés. D'ailleurs, je vous conseille à tous le bouquin, si vous ne l'avez pas lu. Je crois que c'est Johan Hari qui s'appelle Stolen Focus. C'est un journaliste anglais qui est brillantissime et qui parle de comment les applis et tout... c'est la bataille pour l'attention, ce qu'on est nous-mêmes en train de faire là maintenant. Hein. On fait un média sur YouTube, c'est mon métier aussi sur Kill Tilt. Tu essaies de capter l'attention des gens plus ou moins longue, mais ce qui marche le mieux... D'ailleurs, excuse-moi, parce que tu connais ça aussi, c'est que les économistes aujourd'hui te disent que la ressource la plus précieuse, c'est le temps. Ouais. C'est ça qui vaut le plus cher à attraper. Dans une journée, tout le monde a que 24 heures. Hein. Le compte en banque, ce qu'il y a sur le compte en banque, ça peut varier, mais le temps que tu as, il est vraiment réduit. Quand tu enlèves le travail, les tâches ménagères indispensables, sous la douche, tu peux pas avoir ton smartphone, enfin a priori. Tu vois, tu as très peu de temps où tu peux capter l'attention des gens. Donc il y a une bataille incroyable. Et qu'est-ce qui permet de gagner cette bataille? C'est du clickbait, c'est-à-dire générer une très forte émotion intense qui va faire que la personne se rue sur le contenu. Et derrière, lui délivrer un contenu qui engendre la gratification instantanée, c'est-à-dire Candy Crush, quoi. Tu vois, tac tac, je mets mon doigt et il y a des belles couleurs, quoi. L'Expresso, c'est ça, et tout le monde a pompé cette mode parce que ça marche. Donc, qu'est-ce que le poker va faire là-dedans? Parce que comme dit Alexis, un tournoi, non, à un moment, alors en live, j'en parle pas. D'ailleurs, en live, on voit bien, on est presque tous sur nos smartphones pendant qu'il y a le jeu, en tout cas beaucoup. On n'arrive plus à, genre Doyle Bronson à l'époque, il jouait 3 jours d'affilée, il faisait 2 nuits blanches sur la même table à 20 mains par l'heure. Maintenant, plus personne serait capable de faire ça presque. Donc voilà, qu'est-ce que le poker va faire dans ce sens-là? Je ne sais pas. Et effectivement, Clément Richiez, si je dis pas de bêtises, Bibiach, disait dans une de tes émissions que peut-être le MTT pourrait piquer un peu de l'idée des expressos
des spins pour faire un format un peu dynamique. Oui. Tu as l'impression d'avoir un gros field et puis tu montes en puissance et ton MTT se torche en 40 minutes. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux qui ont beaucoup de succès où les gens investissent 40 minutes. Tu vois, tous les jeux genre Hearthstone, je sais pas comment il s'appelle, là, pas PUBG, Fortnite, etc. Il y a plein de gens qui sont quand même chauds. LOL, League of Legends. Bien sûr. La partie, elle va durer 30-40 minutes. Ça va, ça se gère aussi, tu vois. Donc peut-être une sorte de format d'MTT très speed, 30-40 minutes. Alors comment faire, je sais pas. Après, tu sais, j'ai l'impression que c'est un système qui va un peu dans le mur parce que plus ça va, tu sais, plus c'est court. Tu vois, tout devient plus court. Tu vois, l'expérience, elle durait 2 heures, puis elle dure 1 heure, puis elle dure 40 minutes, puis elle dure 30 minutes. Sauf qu'il y a un moment donné, ça tient plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme la drogue, c'est-à-dire qu'il faut toujours augmenter les doses pour avoir un plaisir qui fait que décroître. Donc à un moment, tu rencontres une problématique. D'ailleurs, c'est pour ça que les profs n'en peuvent plus avec les gamins parce qu'ils n'arrivent plus à les tenir en cours pendant 1 heure. Genre les gamins, 1 heure à écouter un prof, impossible, tu vois. Donc, ils disent, déjà, nous, à notre époque, c'était dur. Hein. Ça dépend des profs, justement. Mais... ça dépendait des profs. Mais malheureusement, on en a connu plus de moins bons que de meilleurs, je pense tous. Nous parlerons du système éducatif français au prochain débat. il faut un poker débat de 6 heures. Hein. Bapor, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce qui manque Alors, ce qui manque, c'est que je ne peux pas me prononcer sur comment ça va devenir par rapport à la tendance, puisque là, on s'entend sur que la tendance, c'est aller de plus en plus court parce qu'ils sont de moins en moins captifs. C'est de plus en plus dur de les capter. Mais c'est pas dit que ça va aller en s'accentuant. Ça peut très bien se reverse. Moi, je me souviens qu'à mon époque, nous, ce qu'on voulait, c'était avoir des films pour les regarder où on voulait, quand on voulait, à n'importe quel moment. Et on voulait pour regarder avec la télévision des programmes imposés. Et la nouvelle génération avec TikTok, c'est un peu des programmes imposés où il n'y a pas de bouton lecture et on a quelque chose qui est imposé. Ça peut très bien nouveau se reverse. Donc dans le futur, je peux pas évaluer à quelle tendance on va aller, mais en tout cas, au niveau du poker, de l'entrepreneuriat, je reviens par rapport à ce que j'ai dit précédemment. En fait, ce qu'il faut, c'est un acteur qui est très puissant dans chaque domaine, qui puisse leur permettre de pousser leur spécificité au maximum et de pouvoir être le plus pro possible pour faire que l'ensemble du poker soit le plus pro possible. Parce que là, on n'attire pas assez d'audience, mais c'est peut-être parce que tout le poker est amateur. Les Twitch, ça a été fait très très tard. Je trouve que même la gamification, c'est extrêmement tardif par rapport à tout ce qui se fait ailleurs. Donc, est-ce que rendre le poker pro de cette façon, c'est pas la solution? Nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre serre. On essaye de rendre le milieu beaucoup plus pro. On ramène de nouvelles choses malgré le rejet un peu d'une partie de la communauté. Quand je vois Peanuts ce qu'il fait avec sa masterclass avec le mental, il essaye d'élever le débat. C'est pas dit qu'on soit obligé de rabaisser le débat pour suivre la tendance. On peut très bien gagner en élevant le débat, et peut-être que la tendance va s'inverser, puisque peut-être que la génération qui va suivre, elle, en aura marre de ce système abrutisant et va peut-être vouloir un peu plus de choses intellectuelles. Donc, dans le doute, essayons de faire des choses qui sont intéressantes, qui tirent vers le haut. Benoît, à toi de conclure. D'accord, super. Moi, je trouve que déjà, je pars de la base où on a une super communauté dans le poker. D'accord, on a ça fait tous depuis 10-15 ans qu'on est dans le poker, que ça soit de manière professionnelle ou occasionnelle. D'accord, le poker nous a beaucoup apporté. Moi, personnellement, il m'a beaucoup apporté. D'accord, et je vais être un peu américain et j'aimerais un peu give back. D'accord, il faudrait que le poker soit associé un peu à... Je vais t'envoyer mon RIB. au give back. Et le give back, c'est quoi? C'est savoir redonner. D'accord, redonner, mais déjà, c'est pour soi-même qu'on le fait. Plus on va redonner, d'accord, plus on va s'élever. Plus c'est un chemin intellectuel de redonner. D'accord, plus on va redonner, plus on va se faire du bien à soi-même et à la communauté. Donc, ça serait bien que pour le poker, dans le futur, en fait, ça soit associé à la charité. Ouais. Plus ça est associé à la charité, plus ça aura une meilleure... une meilleure image, tu veux dire, le poker... Une meilleure image auprès du grand public. Et ça, ça dépend des acteurs qui sont dans le poker aujourd'hui, en fait. Donc, on doit plutôt travailler sur le côté, on doit redonner
aux autres pour améliorer l'image un peu Alors, compliquée. on doit redonner aux autres pour déjà, s'élever. Plus on va vouloir redonner, plus on va avoir des responsabilités. Et plus on a des responsabilités, plus il faut travailler. Donc, ça serait pousser le poker à un niveau très intellectuel, quoi, en fait. Je vois Peanuts en mode lui. Oui, un peu Non, d'intellectuel. Ouais, mais en fait, j'ai envie de rebondir si je peux. Hein, j'ai l'impression Bien qu'on sûr, bien sûr. on a déjà pas mal parlé, mais ça a été dit des centaines de fois depuis. Mais ce qu'a fait Queen's Gambit pour les échecs, ce qu'a fait Drive to Survive pour la Formule 1, évidemment, l'image du poker est catastrophique. Et ce serait bien Enfin, moi, il n'y a pas une personne qui connaît pas le poker qui m'en donne une image à peu près précise de ce que c'est. C'est vraiment tous les clichés sont encore ancrés. Et si on montrait vraiment l'intelligence qu'il y a dans ce jeu, la profondeur de ce jeu et surtout les émotions complètement uniques qu'on peut vivre à ce jeu avec un storytelling incroyable qui peut être un peu fictif comme Queen's Gambit ou même en racontant des histoires sur sur des joueurs incroyables, des parcours incroyables. Et comme il dit en plus Benoît, ce qui est génial dans le poker, c'est que tu as une communauté, mais enfin, tu as tous les profils, tous les âges, tous les cursus professionnels là-dedans. Enfin, c'est un milieu incroyable. Donc, il faudrait un peu sortir du côté juste casino, gambling, roulette, blackjack et expliquer au grand public ce qu'est le poker pour voir quand il y a plein de, on va dire, de nouveaux gens qui arrivent dans le poker, qu'est-ce que peut-être ils vont apporter par leur envie. Et si, enfin, tu vois, les échecs n'ont pas évolué, mais il y a eu un regain d'intérêt parce qu'on a mieux compris globalement qu'est-ce que c'est et ce à quoi les échecs. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément au jeu, au Texas Hold'em lui-même de se transformer, c'est aussi que les gens transforment leur regard sur ce que c'est le poker. Or, aujourd'hui, le poker. Personne n'aurait de problème à enseigner les échecs à des enfants de 7 ans. Enseigner le poker à des enfants de 7 ans, mais je pense que je me fais bannir l'éducation nationale directement si j'y étais. On pourrait très bien enseigner le poker sans la notion d'argent, hein, avec des jetons et de levée. Mais c'est hors de question tellement l'image est dégueulasse. Donc ce qu'a dit Benoît, c'est une bonne idée. Mais moi, je rêverais qu'on mette en avant le poker pour ce qu'il est, c'est-à-dire un jeu incroyable, unique et qui apprend des tonnes de choses, la gestion des On évolue, quoi, en fait. C'est une école, en fait. Ah, mais Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire avec notre documentaire à Vegas. Hein. Vous le sortez bientôt d'ailleurs. Alors attendez, oui d'ailleurs, la nouvelle. C'est une très bonne passerelle. C'est une bonne passerelle ça. C'est vrai ça. Messieurs, dames, le documentaire pour la gloire qui devait sortir en avril ne sortira pas en avril parce que vu que chez Nutser, c'est des tarés. Oh, ça balance. Non mais attends, non mais écoute-moi bien, chez Nutser, c'est grand branque. Ça balance. Il voit la première partie du docu, il me dit c'est dommage parce que enfin tu t'expliqueras par rapport si tu veux, mais vous prenez une nouvelle team avec des gars plus jeunes qui là ne sont issus que du centre pour le coup. Il me dit non mais attends, tu sais quoi, le sors pas de suite, viens on te renvoie à Vegas. Donc le docu c'est sur les 24 derniers mois dans le poker. Là comme ça ils sont sûrs que ça n'a jamais été fait et donc ça sortira début septembre. Bapor, j'ai bon là-dessus. C'est exact. Voilà, donc pour la gloire, début septembre. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler cet été, de ce que j'ai compris. Ah non, mais gars, ça veut dire que... a priori, Piscine et Morito, ça va être compliqué. Ouais, Piscine et Morito ne seront pas d'actualité. 24 mois, les mecs de chez Nutser, ils veulent toujours tout faire plus en grand. Voilà, 12 mois, non, 24 mois. Deux championnats du monde de suite, c'est beaucoup mieux qu'un seul. Et donc, ce sera pour la première ou deuxième semaine de septembre. Les amis, c'était un plaisir de vous recevoir, c'était passionnant. On finit sur ça, sur l'idée de promotionner, sur l'idée de charité de Benoît, de redonner. Ça, c'est des super idées. Très très beau débat. On avait les gens brillants, messieurs, dames, aujourd'hui. Hein. C'est pas tous les jours. Hein. C'est pas comme quand on reçoit Adrien Guyon, hein, mon Alexis. Hein. Là, il y avait de la qualité. Hein. Il n'y a pas autant d'étages à la tour. Hein. Bon les amis, c'était un vrai... faire un procès en diffamation à Dans le Carré, ça va bien se passer cette histoire. Non, on l'aime. Je sais, c'est un copain. On l'aime tellement le frère, on lui fait un bisou où qu'il soit dans n'importe quelle prison. Moi Alexis, ton nouveau bouquin Les Poupées, ça cartonne, disponible dans toutes les bonnes librairies, le lien est en dessous. Et puis toujours en pleine discussion, là ça y est, maintenant que le Covid est enfin passé, ça recommence à discuter serious business. D'après les infos que j'ai pour le poker, mon ami. C'est à moi que tu parles ? Oui. Ça va discuter un peu serious business avec des clubs, avec des casinos, avec des bars. Ça a toujours discuté, mais oui, il y a eu le Covid, donc j'ai mis sur pause, et puis voilà. Donc, j'attends un peu que l'orage passe, quoi, ce qui est en train de se produire tout doucement. C'est ça, il y a des éclaircies. Il y a des éclaircies qui arrivent. Pendant ce temps, tu vends des best-sellers. Oui, oui, je suis particulièrement pressé, donc tout va bien. T'as écrit le meilleur polar de l'année. Et ça, c'est pas donné à tout le monde.
Mon Vapor, on se retrouve avec la Team Nutser. La Team Nutser, toutes les infos évidemment en dessous. Il y a encore quelques places au centre? Il y a encore quelques places au centre, ouais. Il doit rester 7 places au centre actuellement. 7 places au centre, donc ils viennent sur les réseaux sociaux et ils présentent leur candidature. Ils ont les infos. Là, vous avez sorti une vidéo, j'ai vu, du centre, de présentation du centre. La présentation du centre, comme ça, les gens maintenant, ils ont le visuel de ce que c'est exactement, parce qu'ils avaient que des photos. Là, maintenant, ils savent dans quoi ils s'engagent. Ils savent la réalité des jacuzzi. Bravo pour ce que vous avez fait. Merci. Ça, c'est beau, ça. Mon Peanuts! Bon, la masterclass de l'année, même du siècle, peut-être. Et tu l'encenses beaucoup trop, hein, les gens vont s'attendre à un truc incroyablissime. Il y a une prochaine mise à jour qui sortira en début 2023. Gratuite évidemment pour tous ceux qui l'ont déjà. Donc, encore plus de mental. Donc, Non, allez... que de la technique, figure-toi. Contre-pied total. Uniquement technique, la mise à jour. Donc, allez sur le site. C'est quoi le site Peanuts pour aller choper cette masterclass? Bah, killtilt.fr, c'est bien. Hein. Killtilt.fr, très bien. Et puis, évidemment, vous suivez Killtilt sur YouTube, sur YouTube, les émissions. Tout ce qui va bien. Et enfin, mon Benoît, c'était un honneur et un plaisir compter avec nous. Ravi de voir que ça y est, monsieur sort de l'ombre, ça mène vers la lumière et on sait que tu as aussi des beaux projets. Cet été, ça va jouer fort à Vegas, tu m'as dit en off? Ouais, je vais faire le festival à Vegas tout le mois et demi. D'ailleurs, je vais commencer des cours avec la Team Nutser, en fait. Ils vont me donner des cours pour que je progresse rapidement pour Vegas, en fait. Le côté pour moi, techniquement, en fait. Et donc, je vais à Vegas. Je regarde la masterclass de Kill Tilt aussi. Donc, voilà, j'essaye de me donner... avec l'immobilier, tu chômes pas, quoi. J'ai pas tout mon temps, mais j'essaye de trouver les spots les plus intéressants pour progresser, quoi, en fait. Au risque de passer pour un débile, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est bien toi qu'on voit dans la tête d'un pro parler avec Pierre? Voilà, ouais, avec Pierre, ça, hein. j'étais avec Ivan aussi, j'ai eu de la chance. Tu t'entoures bien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ben quand tu commences à stacker des gens avec David Ikita et Sylvain Lousli, a priori Ça va vite. Hein, ça peut bien se passer. Puis là, ça y est, tu prends la parole. J'ai vu, il y a un article sur l'amateur de poker qui est sorti où ça parle de toi. Ça y est, tu sors du bois, mon ami. Ouais, moi je veux redonner au poker ce qu'elle m'a apporté. Je pense qu'il y a une bonne image à donner du poker. On a une super communauté, comme je le dis, et je veux l'associer au give back, quoi, en fait. Eh ben, écoutez, les amis, on finira là-dessus. Redonner. Et ça, c'est important. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, les amis, d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir et un honneur. On se retrouve très vite pour un nouveau Poker Débat. Ciao, ciao, ciao! Et puis, Ciao!